Backspin, ton rendez-vous 80s, 90s sur ta radio. Si le soir descend enfin, aidé par les ailes du vent, si la nuit, parmi les étoiles, veut nous laisser le temps, enfants de rêve, quand les fêtes s'achèvent, nous refusons le vide devant. On parle à peine de ces heures pleines que la vie conjugue au présent. Elle chante encore plus fort dans le corps des gens, pour nos rêves de géants. Les lumières brillent au fond, mais le vide est grand. Dans les scènes qui s'allument quand nos cœurs sont sur ces bancs, vivre et pourtant. Dans les jardins d'enfants, à chaque instant, nos cœurs s'effacent face au temps qui passe. On écoute en chantant la vie des gens dans les jardins d'enfants. Les rêves étonnent un peu pour ce qu'enfin ils donnent. Les minutes passent, s'asseyent en face et plus jamais ne sonnent. Devant les remords et les coups du sort, les voix se sentent face aux larmes des yeux. Ils parlent d'hiver et refusent d'y voir clair, la pluie coule en faisant de son mieux. Si le temps nous laisse encore le choix des saisons, s'il veut nous donner raison, oublions les heures froides dans nos chansons, face aux scènes qui s'allument quand nos cœurs sont sur ces bancs, vivre et pourtant. Dans les jardins d'enfants, à chaque instant, nos cœurs s'effacent face au temps qui passe. On écoute en chantant la vie des gens dans les jardins d'enfants. Dans les jardins d'enfants, à chaque instant, nos cœurs s'effacent face au temps qui passe. On écoute en chantant la vie des gens dans les jardins d'enfants. Envie de crier, envie d'exister, envie d'oublier les grands, de tout retourner dedans. Et d'un coup de cœur vider les rumeurs d'un de ces jardins d'enfants. Si les scènes au fond s'allument, c'est qu'un gosse vient devant. Hey, dans les jardins d'enfants, à chaque instant, nos cœurs s'effacent face au temps qui passe. On écoute en chantant la vie des gens dans les jardins d'enfants. Dans les jardins. Les amis, comme promis, il va être avec nous dans quelques petites secondes, notre invité. C'est un 14 juin à Pont-Saint-Maxence, dans l'Oise, que notre invité voit le bout de son nez. À Pont-Saint-Maxence, dans l'Oise. À vol d'oiseau, bien Beauvais est à 41 km, Amiens à 69 et Paris à 53 km. À savoir qu'à Pont-Saint-Maxence, les amis, eh bien, il y a le Bois-Saron, il y a la forêt d'Alatte, il y a le faubourg du Montcel, mais également est né là-bas Marie-Paul Bell et Romane Boringer. C'est dans le sud de la France, à Marseille, que la carrière de notre invité va prendre son envol. Dans un premier temps, il est directeur d'antenne d'énergie Marseille. DJ également, c'est dans une discothèque qu'il rencontrera celui avec qui il connaîtra le succès quelques années plus tard, William Picard. Un succès qui va propulser notre invité au sommet des ventes de 45 tours en France avec plusieurs singles, à commencer par le premier tube, 1988. Les deux Yankees étaient redevenus les débuts de soirée sur toutes les radios, dans toutes les discothèques. Un titre revenait, c'était celui-ci. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la...
74 émissions de télévision pour la promotion de ce single au cours de l'année 1988 qui se vendra à plus de 1 500 000 double disque d'or, puis de platine et fut numéro 1 du top 50 durant 9 semaines, détrônant Sandy et Steven avec J'ai faim de toi. Nous allons le voir, ce tube n'était qu'un début. Comme le dirait Ardisson, Magnéto Serge. Magnéto, Serge, s'il te plaît. Magnéto Serge. Coup de cœur dans les clubs, sous les flashs en cadence, jingle et magie des sons, c'est fou, en images fantastiques. We can dance, la vie, la nuit, de musique en rêve, vive l'hiver, crier qu'il fait chaud, écoute, un refrain s'élève, des sons nouveaux pour les chanter plus haut, dans les jardins d'enfants, à chaque instant, nos cœurs s'effacent face au temps. radio, musique, cinéma, la carrière de notre invité est riche en événements et en rencontres. Aujourd'hui, il est le papa de 3 enfants, propriétaire de vignes en centre Gironde et après plus de 30 ans de carrière, il vit toujours aussi intensément cet univers dans lequel il se sent si bien. Homme au grand cœur, il est le fondateur et vice-président de l'association caritative Les Vendanges de l'Espoir. Sa popularité reste intacte au fil du temps. Il a su rester un homme simple, un monsieur tout le monde. Nous sommes ravis cette semaine de recevoir Sacha de Début de Soirée. Salut Sacha. Salut Cristobal, salut Thierry, Salut. tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut à toi. On va très bien, puis on est super content de t'avoir avec nous. On a essayé dans ce petit préambule de dresser un petit peu le portrait, pas la carrière parce qu'on va l'évoquer pendant cette interview. J'ai pas dû me tromper beaucoup sur ce que je viens d'évoquer. Non, à peu près, ça va. Mais je viens juste d'apprendre un truc. Dis-moi. Je suis presque parisien en fait. Ouais. À 53 km de Paris. Oui. Bon. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Faut pas que je le dise à mes copains à Marseille, sinon ils vont dire c'est bon. Oui, c'est vrai que nous allons le voir. Tu as fait tes armes du côté de Marseille. Tout va bien, Sacha? Ouais. Ça se passe bien en ce moment? Écoute, tout va très bien, on ne peut mieux. Voilà, je suis au soleil. J'ai commencé à vivre vraiment maintenant à fond tout ce que je fais. Donc Ouais. voilà, tout va bien. La conscience est là en fait, c'est ça le Alors, plus important. On peut le dire à nos amis, tu es du côté de l'Espagne. Oui, je suis du côté de Valencia, Alicante, tu vois, un peu, Voilà. presque dans le sud. La chaleur. Voilà, il fait très chaud. Oui. Exactement. Allez, on va évoquer cette carrière, Sacha, avec nous, les amis de Début de Soirée. Sacha, ton enfance, ton adolescence, qu'est-ce que c'est qui t'a mené vers la musique, vers la radio? Est-ce que déjà, je sais pas moi, à 13-14 ans, tu avais une âme de DJ? Eh ben écoute, oui, parce qu'en fait, dans la chambre de ma sœur, qui Ouais. était à côté de ma chambre, elle avait eu pour ses 18 ans, tu vois, moi elle a 5 ans plus que moi, donc pour ses 18 ans, elle avait une super chaîne stéréo à l'époque, tu sais, Ouais. une chaîne stéréo. Et moi, je rentrais dans sa chambre quand elle n'était pas là, et j'avais monté 2 platines, tu vois, et je me servais de sa chaîne pour essayer de mixer et faire des enchaînements au tempo déjà. Oui. Ah ouais. Déjà. Mais t'avais pas de platine qui ouais. était avec le régulateur de vitesse, si? Non. Non, pas C'était du tout au non, doigt non, pour là, ralentir le titre on pour qu'il puisse être au tempo, d'accord. On y allait voilà, on allait au doigt, c'est au doigt, on freinait avec le doigt en fait. J'ai bien compris, On a ouais. fait- Donc voilà, et puis dans cette même chambre, si tu veux, j'écoutais la radio. Alors il y avait une radio libre à l'époque à Aix-en-Provence, Ouais. parce que la scène se situe à Aix-en-Provence, et il y avait une radio qui s'appelait Zéro de conduite. Donc c'était marrant, le nom Zéro de conduite. Et j'avais 17 ans. J'écoutais des émissions et un jour j'ai appelé à la radio et l'animateur m'a dit bah écoute, si tu veux visiter les studios, tu es le bienvenu. Alors, il n'a pas fallu me le dire 2 fois. J'ai été le voir et à partir de ce moment-là, j'ai pris les platines à 17 ans et j'ai commencé à animer ma première émission. Parce que l'animateur m'a dit tiens, tu peux pas me remplacer une demi-heure, je vais à la piscine à côté. Ah ouais, Il m'a carrément. montré comment ça marchait. Tranquille. Et ça a démarré comme ça, tranquille. Ah ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais comme étude à l'époque à 17 ans? Bon, c'est bien, c'était on va dire Écoute, un passe-temps, un loisir, une passion que tu avais, mais tu avais sûrement une ligne de conduite scolaire à suivre. Absolument. En fait, j'ai décidé à 15 ans de partir. Je voulais être mécanicien
et je voulais être mécanicien dieseliste à l'époque. Voilà. Ah oui, c'est vrai Donc, qu'on je en suis avait parti discuté faire- Ouais. il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je suis un mécano-chanteur en fait. et du coup, j'ai dit à mon père, écoute, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire un CAP après, mécanique après un BEP dieseliste. Et donc, j'ai fait ça et j'ai commencé à 17 ans, j'étais déjà presque demi-ouvrier déjà, parce que mon CAP j'ai eu en 1 an au lieu de 3. Ah ouais? Et parce que j'étais tellement passionné avec le patron du garage qui était vraiment quelqu'un de super. À Luynes, à côté d'Aix-en-Provence, il y Ouais. a un village qui s'appelle Luynes et j'étais chez Mavel. Mavel, c'était un garage, je sais pas s'il existe encore peut-être. Et j'ai appris donc avec Jean, le patron, Jean Mavel, il m'a appris la mécanique vraiment super très vite quoi en fait. Uh-huh. Et j'ai eu mon CAP en 1 an au lieu de 3. Et ensuite j'ai fait une spécialisation en diesel et puis j'étais déjà demi-ouvrier chez Citroën avant 18 ans quoi. Ah, c'est beau. Bah, c'est bien. bravo. Alors, ce qui est bien, c'est que toutes les personnes qui sollicitent Sacha pour les tournées sont tranquilles. Si vous avez un problème moteur mécanique, Sacha s'occupe de tout. Parce qu'en plus d'être chanteur, Ouais. il est mécanicien. Hein, Olivier, si tu Ouais. nous écoutes, tu peux être Donc- tranquille sur les routes. Donc, je pense, Sacha, que si tu étais mécano, au niveau des cyclos, tu as dû un peu bricoler là-dessus, je pense. Ma pauvre mère à l'époque, je montais le moteur de mon 103 Sport. J'avais un 103 Sport. Je sais pas, vous le Oui, connaissez, oui. Moi aussi. Un 103 Sport. Voilà. Et donc je démontais le moteur toutes les semaines. Je montais un kit avec le carburateur de 15, avec la pipe de 15, avec le pot détente et compagnie. Et comme j'allais vite, les moteurs ils serraient toutes les semaines Parce qu'il fait chaud en plus dans le sud de la France, en plus. Oui, et oui, Ah bah. et oui. Bah oui. Ah bah ouais. Et puis c'était et en le fait- kit Poligny, s'il vous plaît. Kit Poligny, ouais. Eh oui. Ah, absolument. Et en fait, le moteur, je le démontais chaque semaine, je le montais sur le bureau de ma chambre et je refaisais. Absolument. Ma mère, la pauvre, elle endurait. Elle a vraiment la pauvre. Quelque part, tu faisais tes études pratiques, tu fais des devoirs pratiques. Ah bah ouais. Voilà, Voilà, bah oui. c'est clair. tout simplement. Donc, bah, Absolument. Sacha mécanicien. Et comment on en vient? Donc, tu es à la radio. Tu fais quoi comme émission? C'est Alors, en fait, à 17 ans et demi, je suis piqué par la radio, ouais, grâce à cet animateur qui après est devenu un copain qui s'appelle Eric. À ouais. l'époque, je travaillais à Radio 5 sur 5, c'est la radio du Rétro 25. C'est une discothèque à Aix-en-Provence. Ouais. Parce qu'à l'époque, la mode, c'était d'émettre des discothèques. Et Oui. la nuit, on transmettait en direct à l'époque, Ouais, ouais. en 83. 83, je te parle. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, Donc, c'est les prémices des radios locales et de la FM. Absolument. Donc du coup, à 17 ans et demi, je suis piqué par la radio et je commence à faire des programmes un peu dans toutes les petites radios locales d'Aix-en-Provence. Et puis j'anticipe l'armée. Donc à 18 ans et 6 mois, je m'en vais à Canjuers, qui est près de Draguignan. Oui, j'ai bien Je fais mon armée. on connaît bien. On le connaît coin. bien. Hein. Très chaud l'été, très froid l'hiver. Ouais, exactement. Moi, je me suis pelé l'hiver. Oui, Bref, je confirme. Du coup, pendant l'armée, je fais aussi des émissions. J'allais dans les boîtes pour entrer gratuitement. Alors, quand on est bidasse, tout va bien. Et puis, je leur disais, je négocie. J'allais avec un pote à moi qui s'appelle Philippe et qui était sergent, mais sergent appelé. Ouais. Parce qu'il avait fait une école de militaire et on avait une chambre à tous les deux, donc il m'avait invité, on était tranquille et tous les soirs on sortait, on allait en boîte. Donc je négociais, si tu veux, je prenais les platines, on nous offrait à boire gratuitement et puis voilà, je passais la soirée. C'était un petit peu, mais j'ai l'impression de revivre un petit peu ma jeunesse aussi, parce que c'est vrai que on sympathisait avec les videurs, avec le patron, de façon à ce que on Ah arrive oui. en fait un petit peu comme Ah chez oui. soi dans les discothèques, tu vois. Exactement. C'était un petit peu ça. C'était notre deuxième maison, parce que des fois on y passait Absolument. plus de temps qu'à la maison avec nos parents, les discothèques. Ouais. Et donc tu es venu à mixer en boîte en plus. Ah bah ouais, moi je mixais en boîte, à Draguignan notamment, il y avait un club où j'allais. Ouais. Et Dans on le allait Var. avec mon pote, dans le Var. On rentrait bien sûr gratuitement, je prenais les platines. On buvait à l'œil toute la soirée. Ben et puis, oui. tout le monde était content. Les On avait filles- un payé, Les filles, les filles autour, voilà. Ouais, aussi. ouais. Parce que disque jockey,
C'était très prisé. Ah bah On avait toujours il y avait toujours des admiratrices, n'est-ce pas? Absolument. Donc Bah ouais. DJ, animateur radio, et puis bien, si on en voit ta fiche, tu es devenu directeur d'antenne, animateur Alors, de la matinale alors- d'une grande radio. Est-ce que oui, non? Absolument. Oui. Alors avant ça, quand je termine l'armée, quoi, Oui. à peu près à 19 ans et 6 mois, presque 20 ans, en fait, j'ai un pote qui me dit, dans la discothèque où travaillait William, au Templier, à l'époque, Ouais. Aix-en-Provence, il y a un pote de Marseille qui me dit, donne-moi une cassette, il y a Énergie qui cherche pour une franchise à Plan de Cuc à Marseille, des animateurs. D'accord. Donc je donne la cassette, tout ça. Et puis apparemment, ça avait plu. Donc une cassette que le tu copain- de toi De démonstration de DJ, démonstration. en Ouais, une démo, quoi, tu vois, une démo. D'accord. Donc, Énergie, bah, ça leur plaît. Et je suis embauché comme animateur dans une tranche de l'après-midi sur Énergie à Plan de Cuc. Voilà. En fait, c'était Radio Star Marseille qui Ouais. avait pris la franchise d'Énergie et qui avait embauché des animateurs pour Énergie. D'accord. Ok. Mais c'était Radio Star qui avait la franchise. D'accord. Et en fait, je commence à faire mon émission, tout ça, tous les jours. Et au bout d'un mois et demi, il y a les patrons de Radio Star qui m'appellent. Ils me disent, dis-moi, tu peux pas venir nous voir à la radio, à Radio Star? Je dis, ouais. Je me demandais ce qu'ils voulaient, tu vois. Et je vois les patrons, et ils me disent, voilà, ça t'intéresserait de travailler sur Radio Star à partir de la semaine prochaine? Bon, Radio Star, c'est numéro 1 à l'époque, hein, numéro 1 de Eh oui. Marseille, quoi. Oui, c'était Numéro un énorme. Bah, Tu vois. on va dire que oui, ça C'était costaud dans le sud. ouais. ça tourne encore bien de nos jours sur Marseille. Voilà. Ouais. Donc en fait, René Baldassini, qui est Oui. le fils Baldassini et qui est le neveu du sculpteur César, en fait, que D'accord. tout le monde connaît, pour les Césars, cinéma et tout Tout ça. à fait. Et en fait, c'est donc maintenant aujourd'hui. Avant, c'était Jo, son père, qui était patron, et après il y a laissé la radio. Mais à l'époque, c'était Jo, donc son père, qui me dit, écoute, on t'écoute tous les matins avec ma femme, on trouve que t'es super, machin. On veut que tu viennes sur Radio Star. Voilà, je suis arrivé sur Radio Star numéro 1, j'avais 20 ans, j'avais mon émission sur Radio Star l'après-midi. Trop fort. Voilà. C'est énorme. Hein. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Et donc puis- du coup, voilà, je connais les gens, tout ça. En fait, en plus, ce qui est marrant, c'est que l'après-midi, William faisait le créneau de l'après-midi, et quand il est parti, c'est moi qui l'ai remplacé, en fait. D'accord. Tu vois. ok. Ah, mais Mais, donc tu avais quand même on des se connaissait créneaux horaires vachement larges, quoi. Tu dormais à la radio. ouais. Ben non. En fait, je faisais l'après-midi, je pense jusqu'à 17h, parce qu'après il y avait Bruno D'accord. qui venait, donc 14-17. Et ensuite, le week-end, à partir du moment où je suis entré à Radio Star, j'allais souvent au Barbarella, qui était une des plus grosses discothèques de Marseille. Ah, Et le DJ, qui était un copain à moi qui s'appelait Charlie, qui travaillait à Radio Star aussi, m'a dit, écoute, je vais arrêter, il cherche un DJ, est-ce que tu veux pas venir me remplacer? Viens vendredi, je t'explique comment ça marche. Et puis voilà, je suis arrivé comme ça, quoi. C'était entre connaissances, entre copains. Et puis j'ai démarré le Barbarella tous les week-ends, et la semaine j'étais sur Radio Star. Bah ouais, Voilà. d'ailleurs, il y a une photo que je n'ai pas publiée sur les réseaux sociaux par respect par rapport à toi, parce que je sais pas si je peux la publier. Je te l'ai envoyé dernièrement par message, où tu es en photo avec Ouais. une belle brochette de DJ, et pas mal de DJ que je connais moi perso, qui sont des amis Ouais. aussi dans le sud de la France. Je pense à Ouais. Francky, à des Francky, notamment bien sûr. Francky DJ, etc. Ouais, Que je remercie parce que on va le voir dans quelques petites minutes. Il a pu poster un truc qui est super rare et que, à mon avis, en radio, on l'a pratiquement jamais entendu. C'est la petite surprise pour tout à l'heure. Tu le disais, tu as rencontré William, vous faisiez tous les deux des émissions sur la radio. Ouais. Et puis, bien, William, comme tu le disais également, travaillait du côté des Templiers, grosse discothèque. Absolument. Du côté d'Aix-en-Provence, c'était, on va dire, à l'époque, The Discothèque, celui qui allait pas, qui habitait les Bouches-du-Rhône et qui allait pas au Templiers, c'était pas un clubbeur, c'était pas possible. Et puis, c'est vrai que tous les deux, vous étiez branchés sur la même longueur d'onde et vous avez décidé de former un duo musical. Et Absolument. votre première collaboration en duo, c'était en 1987, les amis, et c'était avec Mr. DJ. Alors à l'époque, bien sûr, il s'appelait pas Début de soirée encore. Pas du tout. C'était les Yankees, c'est ça?
Et oui, c'était les Yankees. Alors pourquoi les Quelle Yankees? histoire. Alors pourquoi les Yankees? pourquoi les Yankees Est-ce parce que c'était peut-être quelque chose qui était à la mode à l'époque des années 80, les mots, américain. les trucs américains, ça sonnait bien? Ouais, c'était. En fait, je sais même pas qui l'a trouvé. Je sais même pas si c'est pas le producteur. C'était Gérard Tempesti. Je sais pas si vous connaissez. Gérard Tempesti, en fait, il avait un label chez Ouais. Vogue Music à l'époque, Uh-huh. et il a produit Bézu, il a produit El Chato, il a produit. Voilà, lui, il a un label avec tout ce genre d'artistes populaires. Uh-huh. Et en fait, moi, j'étais au Barbarella, et un des patrons du Barbarella, il avait le studio qui s'appelait INTV. Il faisait de la vidéo, ils avaient un studio d'enregistrement. Et je demande au patron, je lui dis, écoute, j'aimerais faire un jingle pour la boîte, et j'aimerais aller au studio. Il me dit, pas de problème, quand tu veux, tout ça. Donc, j'arrive au studio, et il fallait que j'écrive, tu vois, des paroles. Et j'appelle William, j'écoute, je veux faire un jingle pour la boîte. Toi, je sais que tu écris tout ça, des raps et tout. Tu veux pas venir au studio tel jour? Et bien sûr, bon, lui était hyper, Ouais, ouais. hyper content de Comme je le disais, vous étiez sur la même longueur d'onde tous les deux. Ouais, absolument. Donc il est venu, on a écrit ça, on a chanté, on a rappé. Et sur ces entrefaites arrive le producteur. Arrive donc Gérard Tempesti, il écoute et il dit, bon les gars, on va faire un disque. Nous on regarde, ah bon, un disque, Bien sûr. c'est un jingle, c'est pas un disque. Non, on va faire un disque. Chez Vogue, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est parti de là, en fait. D'accord. Donc Gérard Tempesti a signé avec Vogue. On a dû en vendre 2 ou 3 à la famille, tu vois. S'il vous plaît, prenez-les. Comme les billets de tombola à qui tu sais pas que tu sais pas quoi en faire. C'est pas mal ça. Et en fait, si tu veux, l'année après, quand je suis arrivé avec la cassette de Nuit de Folie, je leur ai fait écouter au même qui avait fait ce navet, si tu veux. Uh-huh. Et ils ont dit non, bah, ça nous intéresse pas, machin. Et ils sont passés à côté d'un tube énorme, quoi. Ah ouais. Tu vois. Ah bah Bon, ouais. ça, personne l'a dit, mais bon, ça reste entre nous. Hein. Mais Désolé à Gérard. Tu vois. non, mais c'est bien. Tu me fais des transitions, c'est impeccable. Et puis c'est vrai que tu disais. Un jour, c'est cette fameuse cassette, les fameuses cassettes que les DJ nous enregistraient parce qu'on était tous potes avec, enfin certains étaient potes avec le DJ, et pour faire bien dans la voiture avec le Pioneer ou je ne sais quelle marque de poste, eh bien on avait la cassette du DJ du samedi soir qu'il avait enregistré, Ah ouais. et on passait ça dans la voiture, fenêtre ouverte, ça faisait kéké. Dans le poste alpine. Eh oui, ou l'Alpine ou le Pioneer, Ah oui. ça faisait bien dans la voiture. Et bien finalement, cette cassette, elle a porté ses fruits à William et à Sacha, puisque cette cassette, toi un jour tu l'as dans les mains. Et puis bien, je le disais tout à l'heure, Sacha, c'est très rare en radio, c'est très très rare en radio de l'entendre. Écoute plutôt. Danse le monde, musique américaine, les cadences du funk au plus haut, ça emmène, c'est des flashs, des lumières, sensations stéréo. Tu dis si t'avais su, mais tu serais venu plus tôt. Et ce soir on s'éclate, tout oublié toute la nuit. La folie des folies, c'est pour toute ta vie. T'oublier en délire, si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Et tu chantes la musique de ce soir. Tu chantes la cadence t'embriller. C'est la mode du son pour les pics du funky. Et tout le monde fait la fête avec Willy. Tu chantes la musique de ce soir. Et tu tapes la cadence t'embriller. C'est la mode du son pour les pics du funky. Et tout le monde fait la fête avec la British. C'est la version qui était jouée à la discothèque Les Templiers à Aix-en-Provence. On a retrouvé ça. Pour moi, c'est une petite perle. C'est une petite perle parce que ouais. on l'a entier, n'est-ce pas? On va pas la jouer entier, mais c'est vrai que en l'écoutant, alors
Elle a été bien sûr retravaillée après parce que c'était en fait cette chanson que jouait William au Templier à un certain moment de la nuit pour essayer de relancer un petit peu la machine sur la piste de danse. Et c'est vrai qu'à l'époque les DJ dans les années 80 étaient plus des DJ qui étaient un petit peu plus animateurs que DJ. On utilisait beaucoup le micro. Exactement. Et on était plus présent au micro. Maintenant, de nos jours, si tu parles un peu au micro, tu te fais jeter je ne sais quoi dessus. Mais c'est vrai que dans les années 80, et sur cette... alors, je remercie Frankie DJ qui a posté ce truc-là. Je dirais pas l'endroit. Je garde la perle pour moi, je suis désolé. Je suis avare là-dessus, franchement, parce que j'ai mis des heures, des journées à essayer de trouver ça. Et je remercie Jean Doux aussi, qui est un gars qui est un DJ du côté de Paris aussi, qui m'a mis sur la voie. Et j'ai trouvé ça ce matin et je suis super content de l'avoir trouvé. Donc cet extrait-là, William le jouait en milieu de nuit, il chantait, il rappait un petit peu, c'était plus un rap à l'anglaise, américain on va dire, que ce qu'on retrouve sur la version originale de début de soirée. Et cette cassette-là, tu l'avais dans tes mains un jour, et puis bien, il s'est passé quelque chose. En fait, William, comme tous les DJ à l'époque qui faisaient les championnats de France avec, tu sais, Jean-Marc Siki, avec. Non, mais Jean-Marc et Francky, et il y avait aussi Paul, il y avait Guy Raguin, il y avait toute cette équipe là. Et en fait, c'était avec Phil Organisation, je crois. Oui, c'est ça, ouais. À l'époque. Et donc, chaque animateur préparait son show pour le championnat, en fait. Donc, par exemple, Jean-Marc arrivait en Rocky 4, tu sais, avec les gants de boxe. Ah oui. Il avait les cheveux longs, blonds, Jean-Marc. Ouais, à l'époque, ouais. C'est ça. Donc voilà. Donc il faisait tout ça, et chacun avait un instru et une chanson. Je crois que Patrick Durols à l'époque, il chantait sur Andrea, I'm a Lover. Ah oui. Ouais. Chacun avait son instru, et William, lui, il avait pris un import allemand qui après c'était Patty Ryan, je crois. C'est ça, exactement, ouais. Il a fait une mélodie, voilà. Et il a fait une mélodie en fait qui n'a rien à voir avec la chanson originale, mais il a pris sur les accords, il a chanté, il a fait son instru, son indicatif de début de soirée en fait, sans faire de jeu de mots. Et c'est comme ça que c'est démarré en fait. Et moi, quand j'avais la cassette de soirée de William, j'avais cette chanson, et tous les matins, quand j'allais à la radio à 5h du mat, parce que je faisais le 6-10 sur Énergie, en fait, j'écoutais ça. Et puis un jour, j'ai rencontré un producteur, et puis l'histoire, elle a démarré comme ça. Et qu'en étant à la radio, j'ai pu rencontrer des producteurs, j'ai pu voir avec Max Guazzini, qui était le patron et le créateur d'Énergie. Et Max m'a dit, écoute, si tu signes dans une maison, je te passerai sur la radio. Et c'est ce qui est arrivé en fait, ce qui nous a aidé aussi à signer chez Sony Music, enfin CBS à l'époque, parce que notre producteur Sauveur Pichot est monté à Paris et il a dit voilà, si on signe ce titre, Max nous jouera sur Énergie. Donc c'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup aidé, et qu'après Max derrière a vraiment fait le maximum pour que Nuit de Folie, La Vie et Nuit, tout le reste puisse vraiment cartonner, parce qu'à l'époque Énergie, bon même aujourd'hui, mais c'était peut-être encore plus puissant au niveau de l'impact par rapport à ces titres-là. Et donc là, du coup, en 2 mois, en un mois, on était numéro 1. Et on a vendu 1,5 million en 3 mois, tu vois. Bah oui, et puis bien sûr, ça engrange tout plein de choses. Les plateaux télé. Quel a été votre premier plateau télé? Tu te rappelles? Quel a été Oui, bien sûr. Notre premier plateau télé a été sur la chaîne, sur la 5. À l'époque, c'est Berlusconi, je crois. Oui, exact. Et avec Childéric. Childéric. Ah ouais. Oui. D'accord. Le rouquin, le présentateur. Il était bien, il était super. C'est ça. Et Childéric, il avait une émission sur A5. Et c'était notre première émission en PXC. En PXC, ça veut dire enregistré pour nos auditeurs. Oui. Donc, en fait, notre première émission en PXC. Voilà. Et notre première émission en direct, ça a été Michel Drucker avec Champs-Élysées. Formidable. C'était en juin. Voilà. Parce que Françoise Coquet, la coproductrice de l'émission, avait craqué sur le titre. Et qu'on avait aussi un très très bon
attaché de presse qui était Robert Toutan, vraiment une légende des agents artistiques, Ah oui. parce que, enfin des agents de promo, parce que en fait il a fait aussi Goldman, il a fait Cabrel, il a fait Julio Iglesias aussi. Donc c'est vraiment la star des attachés de presse en fait à Paris. Voilà. Et puis ça se refuse pas, Drucker. C'est le Graal pour, Ah bah, pour l'émission non. de télé, quoi, Bah non. à l'époque. Surtout Bah, à l'époque. surtout pour démarrer un titre, parce que tu sais, nous, à l'époque, quand on faisait une émission comme Drucker ou comme Jacques Martin, le lendemain, on était sûr de vendre entre 10 et 20 000 disques. Ah ouais. Et on le voyait. Ouais. La maison nous disait, voilà, on a vendu 10 000, 15 000 après cette émission. Ouf. Voilà. Ah ouais, non, mais nous, on faisait des cadences. C'était énorme. Genre, Ah ouais, c'était, c'est énorme, c'est clair. On Je- était 30, 40 000 ventes par semaine, quoi. Je le disais tout à l'heure, 9 semaines consécutives au top 50. Est-ce que vous avez été de numéro 1 au top 50 le 16 juillet 1988. 9 semaines consécutives. 1 500 000 titres vendus avec ce titre-là. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'en... Alors qu'est-ce que moi aussi j'ai pu le jouer, Sacha, sur des, Alors, sur des soirées. Oui. Et Une anecdote sur le numéro 1. vas-y. On est sur la route un samedi en fait, et on a appris, tu sais que tous les mardis, chaque semaine, on connaissait le classement. La maison de disques nous disait le classement le mardi, et c'était diffusé le samedi. Ouais. Donc nous, on savait qu'on était numéro 1 le mardi en fait. Ah Et oui. le samedi, on était sur la route, on était en gala, tu vois, vendredi, Uh-huh. samedi, le week-end, et on s'est dit à William, tiens, on va s'arrêter pour voir le top 50. Canal+. Voilà, top 50. Eh oui. On s'est arrêté dans un bar. On arrive dans un bar. On dit, vous avez pas une télé vous avez Canal+. On n'a pas le Et donc, décodeur. on met le truc pour voir l'annonce de Toesca. Et Toesca nous a cassé, mais alors, il nous Ah a ouais cassé, genre. Non. Ouais, genre, je comprends pas les gens qui ont acheté ce disque. Genre, c'est. Enfin, Quel une merde, enfoiré. c'est de la soupe. Bah Marco C'est de la alors. soupe. C'est de la soupe et tout ça. Ah bon. Et donc, ça a été vraiment notre expérience. Qui a été vraiment on était très déçus par rapport à cette annonce. Mais bon, on était quand même numéro 1. Bah ouais. Et puis Bah après, oui. quelques temps après, on a eu notre revanche avec Toesca. Quand il nous a invités, on était en direct dans son émission. Et là, on s'est un peu lâché, quoi. Voilà. Petite vengeance personnelle. Retour du bâton. Allez hop. Ça fait plaisir, ça. Mais c'est vrai qu'en plus c'était ce titre-là, à l'époque où il est sorti, Sacha, était quand même innovateur par rapport à tout ce qui se faisait. Il y avait Ah pas, bah, il y avait oui. personne qui avait tenté un tel coup, on va dire, Ah oui. sur un titre. Mélanger du rap avec Et puis du funk, deux DJ français DJ, ouais. qui C'était très faisaient novateur à l'époque. Ah bah oui, c'était en plus un duo. Alors, parce qu'à l'époque, il y avait l'histoire, il y avait David et Jonathan. Ouais. Et ils ont vite arrêté, et donc ils ont fait jusqu'en 88, je crois. Et ensuite, voilà, donc c'était novateur par rapport à ça. C'était novateur par rapport au titre, exactement, avec la mélange du rap et puis Eh oui. mélange un titre festif de discothèque. Et donc, en plus avec ce son qui était assez particulier, un peu dans l'esprit. Un peu des modern talking, un peu dans le Ouais, beat, c'est ça, beat, exactement. tu vois. Bah, c'est ce qu'on disait avec Thierry lorsqu'on a écouté Patty Ryan, la version sur laquelle est inspirée la mélodie de Nuit de Folie. Et c'est vrai qu'aussi on retrouve chez les Modern Talking cette empreinte musicale de Patty Ryan. Pour faire une petite parenthèse par rapport à Patty Ryan, quand Nuit de Folie a cartonné, parce que eux ils avaient pas cartonné, c'est pas connu. Non, Ouais. Patty Ryan, c'était pas connu. Tout à Non, fait. pas du tout. Ouais. Voilà. Et en fait, Atoll Music en France, qui était la maison de Patty Ryan, a attaqué Sony pour genre plagiat. Ouais, Et d'accord. en, Ouais. fait, ils ont perdu. Ah bah ouais, forcément. Donc c'est juste pour la petite histoire quand même, parce que Bah, bon, c'est oui, dommage parce que il y a un truc important à savoir, c'est que en fait, si tu copies pas plus de 8 notes, si tu veux, sur une mélodie, oui, tu peux. tu n'es pas attaquable. C'est vrai, c'est ça. Et de deux, la mélodie ne ressemble à rien, ça n'a rien à voir avec l'original. Donc c'était juste les accords. Mais il y a combien de chansons sur les mêmes accords? Mais bien Il y en a sûr. des milliers. Bien sûr. C'est clair. Bien c'est sûr. clair. Il y a même des groupes qui fonctionnent toujours sur les mêmes 3 accords. Il y a des groupes célèbres Parce que- en plus.
Donc, voilà, parce que nous, on aurait pu attaquer aussi Love Amour, tu vois. Ben oui. Love Amour, elle a étudié danser, elle a fait une copine, Nuit de folie. Mais bon, ça nous a fait sourire, tu vois. Mais c'est pas ou alors Jules, il n'y a pas très longtemps non plus. Ouais, non, mais Jules, c'était avec un accord. Mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est que voilà. C'est parce que c'était un Marseillais, il a dit oui, allez. C'est bon, Mino, vas-y. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il y a eu un procès qui a été gagné par Sony. Donc voilà. Et donc ça s'est arrêté là. Mais bon, voilà. Donc, Sacha, quand j'ai passé l'extrait tout à l'heure, et c'est vrai que l'extrait de ce que faisait William en discothèque du côté des Templiers, il y avait certaines paroles qu'on peut retrouver dans la version qui est sortie de Nuit de Folie ensuite, mais il y a eu quand même une écriture à faire. Ça s'est passé comment tous les deux? Vous êtes fait aider sur l'écriture de ce titre-là? Alors, William a écrit les paroles. Ouais. Après, aider, moi, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait quelqu'un ou peut-être, je sais pas. Je sais pas, c'est une question. Donc, je sais pas du tout. Non. D'accord. Donc, je pense qu'il a fait seul. Après, la partie musicale, c'est Guy Matteoni qui lui a fait beaucoup de choses. Hein. Guy, c'était Pierre Bachelet, il a fait le premier album, je crois, en arrangement de Céline Dion, Cabrel, enfin il a fait beaucoup de choses. Et donc Claude Mingui, qui est venu à Boug Bel Air, qui a installé son studio, donc Bel Air Studio, c'est là où on a fait Nuit de Folie, et est arrivé avec l'équipe, donc avec Guy Matteoni, et c'est Sauveur Pichot que j'ai rencontré à l'époque, qui habitait à Marseille, qui était copain avec Guy, qui lui a flairé le coup de suite et a senti le tube. Il m'a dit, écoute, je vais te présenter toute l'équipe quand ils arriveront dans 2 mois. Ils étaient à Paris. Quand le studio sera prêt, on fera Nuit de Folie. Et c'est ce qui t'est arrivé. Ouais. C'est ce que tu nous avais raconté quand on s'était vu à ce fameux concert de Boug Bel Air. C'était juste à côté, la création du titre. Absolument. Juste à côté. Non, c'est marrant parce que ce soir-là, j'ai une personne qui est venue me voir dans le public qui m'a dit, Sacha, on a quelque chose en commun. Je dis, ah bon? Oui, c'est quoi? Il me dit, j'ai racheté en fait le studio à Claude Mingui, enfin la maison, où il y avait le studio. Donc voilà. Du coup, il m'a envoyé d'autres messages en me disant, quand vous passez dans la région, vous êtes invité, il n'y a pas de problème à la maison, tout ça. Et donc, il a racheté le studio de Bel Air Studio. Et voilà. Et c'est toujours un studio d'enregistrement ou Non. Non, c'est une très grande maison, très belle maison. Voilà, donc à Boug Bel Air. Et bon, c'est le détail, c'est marrant que la personne soit venue me voir. Oui. Ce soir-là chanter et puis il m'a dit ça, quoi. Ça rappelle les souvenirs. Voilà. Bah oui, ça rappelle des souvenirs. Moi, et puis côté souvenirs, personnellement, un jour, je fais une soirée du côté de Cassis. Je suis sur la place de Cassis. Je crois que c'était un 15 août d'ailleurs. Et donc avec une grande estrade, DJ, machin, platine. Et bien sûr, à un moment, je joue Nuit de Folie. Et puis, tous les DJ, bien évidemment, à cette époque-là, avaient appris par cœur le petit rap qui avait qui est très dur à prononcer d'ailleurs. Qui est très dur. Oui. Je l'ai écrit, bien évidemment, avant de l'apprendre, pour l'apprendre et le faire après. Et ce soir-là, je me lance à faire le rap. Et puis, j'ai 2-3 personnes devant moi qui me regardent. Et puis, la soirée se passe et puis je les vois monter sur le côté. Il me fait, mais... t'es le gars de début de soirée. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je vous jure. ça m'a marqué parce que je me suis dit c'est sympa, mais bon, je fais pas aussi bien sûr que les artistes qui ont fait ce titre-là, Nuit de Folie. Avec nous cette semaine, les amis, il nous fait le bonheur et la joie d'être avec nous, Sacha, de début de soirée. Sacha, on va se faire une petite pause. Zik, monsieur fait de la radio, donc il n'y a pas de problème pour annoncer les titres. Il n'a pas besoin de nous. C'est lui qui va annoncer le titre. On va jouer La Vie la Nuit, Sacha. Je te laisse l'annoncer, comme si tu étais... Vas-y. Comme si tu étais dans notre place. Allez, on va lancer le titre. Allez, c'est parti. Balance. Pour votre plus grand plaisir, avec une version spéciale dans Backspin, La Vie la Nuit. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'interview. À plus. La vie la nuit. Coup de folie.
même si c'est trop. Mais si tu gardes au fond des rêves à tes ennuis, dirige et guide chaque pas, c'est ça, la vie la nuit. Tu craques, hey, c'est le paradis pour que revivent en sensation les. Si tu préfères le funky ou les nuits de folie, de folie, de folie. Allez, de retour avec nous cette semaine, Monsieur Sacha de début de soirée. Sacha, toujours avec nous, tout va bien? Toujours avec vous, tout va bien pour l'instant. Vous n'avez pas dit de conneries, donc ça va. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise, ne t'inquiète pas. Personne va venir chez toi toquer à la porte. Non, on n'a pas prévu. Non. C'est trop loin, tu es trop loin de nous. Reviens dans le sud, reviens à Marseille. La base, elle est là. Mais même si on me cherche pour me trouver, c'est compliqué là où j'habite. C'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Il faut l'attendre à l'aéroport quand il prend l'avion pour aller faire les tournées. Voilà. Là, on peut arriver à le choper. Ou alors vous venez au concert tout simplement. Hein. Oui, là vous aurez la chance de le voir en vrai. C'est mieux. On en parlera tout à l'heure, les concerts qui sont à venir, dans lesquels on retrouvera Sacha et plein d'autres copains à lui et copines sur les tournées 80. On a évoqué le titre avec Nuit de folie et ce succès. Eh bien, ça s'arrête pas là, Sacha. Les succès s'enchaînent avec le titre notamment qu'on vient d'écouter, La vie la nuit. C'était en 1989 qui permettra aussi de s'imposer dans un style musical, on va dire dance très populaire. Bah oui, en fait, avec La vie la nuit, on est arrivé numéro 2, on a failli être numéro 1, mais malheureusement il y a eu le problème, il y a eu le tremblement de terre en Arménie. Oui. Donc il y a Charles Aznavour qui avait fait Arménie avec d'autres artistes et qui s'est classé numéro 1 directement dès la première semaine. Nous on devait passer numéro 1 après David Hallyday avec High, le titre High qu'il avait à l'époque. Tout à fait. Donc la semaine où on doit passer, où lui passe numéro 2 et on passe numéro 1, il y a Arménie qui rentre numéro 1. Et oui. Donc on a été numéro 2 pendant plusieurs semaines, mais on a vendu presque 1 million de disques avec La vie la nuit aussi. Quand même. Hein. Ouais, pas loin, ouais, c'est ça, pas loin d'1 million de ventes, ainsi gratifié une nouvelle fois disque d'or dans plusieurs pays. Nous sommes en 1989 avec le deuxième titre, donc avec début de soirée, puisque le premier c'était les Yankees, La vie la nuit avec début de soirée 1989. Et puis toujours en 89, c'est une balade intitulée Jardin d'enfants qu'on a écouté juste un petit peu avant ton intervention et cette interview. Jardin d'enfants, un clip qui a été tourné du côté de Montmartre devant le resto L'été Pente Douce, vendu à 500 000 exemplaires. Il restera classé 3 mois au top 50 et à la 5e place sera également le titre du premier album, Jardin d'enfants. Premier album, vous en avez fait du chemin quand même les gars là. En fait au départ on fait Nuit de folie, il n'y a pas d'album qui est prévu et la maison disque quand elle voit le raz-de-marée de Nuit de folie, elle se dit il faut vraiment qu'on fasse un album très vite, tu vois. Donc on fait La vie la nuit et on rentre en studio pour faire l'album et on fait en 3e titre Jardin d'enfants et l'album s'appelle Jardin d'enfants. Oui. Et donc voilà, on a rebondi un peu sur la vague et puis on a fait cet album. Si on l'avait sorti sur Nuit de folie, c'est sûr que l'album, on aurait fait, peut-être 800 000 albums. Là, on a fait 200 000 albums au 3e extrait, de sortie avec Jardin d'enfants. Mais bon, tout s'est bien passé quand même. Il était très joli cet album en plus. Moi je l'avais en cassette. Oui, je l'avais en cassette parce que je le passais beaucoup en voiture. Il était aux mêmes couleurs que Jardin d'enfants. Il était dans les tons jaune et bleu. Je me rappelle cet album là. Était très joli, très beau. Je sais pas qui c'est qui vous faisait le visuel des albums, mais c'était très très joli c'est Sony. Très bel album. CBS qui nous faisait l'équipe de design de CBS.
nous travaille toutes les pochettes en fait. Bon, j'avoue que je l'ai acheté 2 fois la cassette parce que l'autoradio je l'ai tellement passé que l'autoradio m'a bouffé la première cassette. Ah oui, mais pas encore le CD, Thierry. Non, il n'y avait pas encore le CD à l'époque. Pas encore. Ça allait venir. Sacha, début de soirée avec nous cette semaine, les amis, dans Backspin. On a évoqué à l'instant cet album en 1989, Jardin d'enfants. À noter aussi que le groupe au début de soirée est resté plus d'1 an et demi classé au top 50 avec les 4 premiers singles, Nuit de folie, La vie la nuit, Jardin d'enfants et Chance quand même. C'était pas Absolument. tout le monde à cette époque-là, les entre guillemets ringards que disait Marc Toesca, c'était quand même des mecs qui envoyaient et qui étaient quand même présents. Et d'ailleurs, entre nous, Sacha, en voyant 4 titres de début de soirée dans le top 50, il devait quand même avoir les boules, le monsieur Il a dû Toesca. dire, je me suis un peu trompé quand même quelque part. Un petit peu quand même. Ouais, mais enfin, lui, il avait un peu cette image de mec chébrant, tu vois, les branchés, voilà, un peu rock, un peu machin. Bon, voilà, après, c'est un peu son style, un peu un jeu qui jouait. Ouais. Mais bon, après, tout s'est arrangé avec Marc, puis bon, on a partagé la scène avec lui aussi après. Ouais. Parce qu'il présentait des spectacles lui aussi. Mais il a eu fait des titres aussi, lui. Hein. Il a chanté lui aussi. Hein. Ouais. Il me semble qu'il a chanté. Ah aussi, oui, il a chanté. Oui, il a chanté. Ça n'a pas trop marché. Je vais pas jouer les titres parce que c'est toi l'invité, mais on a des titres de monsieur Marc Toesca. Oui, tout à fait. Alors attention, Marco. Tiens-toi à carreau, Marc. On peut balancer du dossier, nous aussi. Hein. Sacha, j'imagine qu'avec tout ce succès, la radio, les DJ, vous avez un peu laissé vous avez plus trop le temps de faire de la radio ou de l'animation en discothèque, j'imagine. Non, à partir du moment où on a démarré Nuit de folie, donc c'était en 88, en juin. Après, on a arrêté d'avoir nos activités, bien sûr. Oui, t'es pris dans un tourbillon, je pense, un tourbillon médiatique. Ça a duré quand même quelques années, tu vois, en haut, si tu veux, entre 88, 89, 90, 91. Jusqu'en 91, 92, c'était vraiment voilà. Après, il y a eu cette accalmie due aux radios qui après passait plus trop de français, qui était plus dans la vague house. L'Eurodance, house, c'est vrai. Donc là, c'était compliqué. Et c'est là où ça commençait un peu la traversée du désert. C'était un peu voilà. Les producteurs vous ont pas proposé justement de suivre ce courant, de faire de la house, de l'Eurodance. Non, ils vous ont pas proposé ce genre de truc. Non, c'était pas leur truc en fait. Non. C'était plus des variétés, tout ce qui est populaire, tout ça, mais c'était pas vraiment le style des producteurs de faire de la house, quoi. Eh oui. 1990, l'album Jardin d'enfants est classé dans les premières places du top des ventes en France, double album d'or. Extrait donc de cet album, il y a Chance. Et puis il y a aussi ce titre-là. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Alors Sacha, bien sûr, va nous expliquer la raison aussi pour laquelle ce titre-là avait été concocté par début de soirée. C'est une commande, je crois. C'est pas ça? Oui, en fait, c'est Sacrée Soirée, donc l'émission de Jean-Pierre Foucault. Ouais. Donc l'équipe, Jean-Pierre nous a appelés, la production nous a dit voilà, chaque année il fête l'anniversaire de la mort de Claude François, et à cette occasion il faisait en tout cas une émission spéciale Claude François. Et ils avaient des invités qui venaient chanter des chansons de Claude. Donc nous, on nous a demandé, on a dit, ça vous dirait de refaire Belle, 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 avec une partie un peu rap, un truc sympa, un peu dans le style de début de soirée, pour venir faire l'émission de Jean-Pierre. Donc oui, la maison 10 nous a dit ça peut être très très bien. Et ensuite, on pourrait même sortir le single Belle, 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 quoi. Donc, on a fait l'émission, ça s'est super bien passé. Et puis, suite à ça, on a sorti le single. Ouais. Donc, c'est même Pascal Nègre, qui était notre attaché de presse à l'époque. Ah oui, ça va. Qui nous accompagnait. Oui, on avait Pascal. Pascal nous accompagnait dans les émissions de radio, télévision, parce que lui, au départ, était de la radio. Ah oui. Et après, il a pris la direction de
la promotion de chez CBS, chez Sony. Uh-huh. Et il nous accompagnait partout, et c'était notre attaché de presse. Donc voilà. Puis après, bon, on sait ce qu'il est devenu, hein, président de Tout à fait. Universal et tout Universal, ça. ouais. C'est ça. On a l'impression qu'il a toujours été là, de toute façon. Vous êtes quand même rentré dans Il a toujours été là. Oui. Vous êtes quand même rentré dans le top 50 avec cette chanson quand même. Hein. Donc Oui, ça, avec Belle, ouais. ça match à chaque fois pratiquement. Et puis début de soirée aussi s'exporte à l'international, Amérique latine, où même les tubes sont traduits en espagnol. Alors j'ai essayé de trouver, j'ai réussi à trouver la version originale des Templiers, mais je suis pas arrivé à trouver la version espagnole. Peut-être pour une prochaine émission hors interview. Voilà, du coup il s'en va, Sacha, c'est fini. Vous avez pas trouvé la version espagnole, je me casse. Non, il va rester avec nous. Oui, donc vous vous exportez bien à l'international aussi. Enfin, je sais pas moi. Vous êtes deux mecs qui faisaient qui font radio, DJ, et puis ça part sur l'international, quoi. L'histoire de l'Amérique latine, c'est que en fait, mon père était directeur de l'Alliance française au Chili. Et il a voyagé dans toute l'Amérique latine. D'accord. Et en 91, il me dit écoute, c'est vraiment sympa de faire des versions en espagnol, parce que lui écrivait parfaitement et parlait parfaitement en espagnol. Donc il me dit, et puis il était auteur, parce que mon père avait signé deux singles chez RCA à l'époque, des BMG. Dans les années 70, je crois. Et il travaillait, il composait, il écrivait, tout ça. Et du coup, il me dit, ce serait vachement sympa de faire des versions comme ça. Et du coup, on a dit, OK, on va s'y lancer. On a fait les versions. On a rencontré les gens de l'ambassade de France à Caracas, au Venezuela. Ouais. Et puis, j'ai rencontré le président de Sony Music là-bas, qui était un Brésilien à l'époque, qui s'appelait Elcio do Carmo, et lui il était amoureux comme beaucoup de la culture française et de la France. Ouais. Et donc quand il a vu arriver deux Français, machin, etc., il a dit écoute, en plus c'était signé chez Sony en France, donc il s'est fait un kiff en fait. Ouais. Voilà. Voilà l'histoire. Et puis c'était une belle aventure. Et puis suite à 12 ans de concerts bien remplis et de projets musicaux, Sacha, tu décides de faire un break, et c'est là que tu t'installes où tu es actuellement, du côté de Barcelone, où tu crées un studio d'enregistrement et tu produis des artistes dans un style que tu maîtrises totalement, la dance music. Voilà. En fait, en 2000, j'ai un pote à moi qui a créé un software pour les radios, justement, pour automatiser les radios, qui s'appelle WinRadio. Ouais. Et il me dit, écoute, ça serait bien, on va développer un peu dans le monde, et ça serait bien que la partie hispanique, tu t'en occupes. Donc du coup, je pars à Barcelone, je pars en Espagne, je fais la traduction du software en espagnol, WinRadio, et en fait, je profite aussi de rencontrer des gens justement au Venezuela, en Amérique latine. J'ai rencontré le patron d'un groupe de télévision et de radio qui m'a acheté le premier software en espagnol en 98, je crois, ou 99. Et c'était le premier software vendu à l'étranger. C'est moi qui l'ai vendu. Ah ouais. Et du coup, aujourd'hui, toute l'équipe de WinRadio là-bas, c'est moi qui avait trouvé à l'époque cette équipe qui est restée maintenant, qui est à Miami, et qui développe toute l'Amérique latine pour le WinRadio, tu vois. Donc voilà l'histoire. Ah ouais, elle est marrante. Et donc c'est pour ça que j'arrive en Espagne en 2000, et je crée mon studio, donc à Barcelone, et je commence à travailler avec Valley Music. Valley Music est un label un peu comme Scorpio en France, mais en Espagne, et qui s'occupe de développer la partie musicale, on va dire, du programme Opération Triunfo. C'est un peu comme Star Academy en France. Ah ouais. Et ils font un carton total. Et donc moi je travaille avec eux, et ça marche très très bien aussi. Et donc ça dure quelques années, jusqu'en 2007. Voilà. Après je te laisse continuer ton enchaînement. 2007, 2007. Eh bien 2007, c'est le retour
sur scène de Sacha, avec notamment celui qu'on a pu rencontrer et qu'on a eu aussi également en interview et que je trouve, j'ai même son livre à ma gauche, mes étoiles 1980. Je veux parler d'Olivier Keffer, bien évidemment. Olivier qui est il a une carrière qui est incroyable. Moi j'étais époustouflé par de son début de son parcours d'être adjoint au maire et d'avoir ensuite créé cette RFM partie 80 dans lequel il a dit allez, on monte ce truc-là, on va faire un carton. Et puis tu es rappelé après cette pause musicale, on va dire, pause musicale. Tu es rappelé pour le groupe Début de soirée pour jouer dans RFM partie 80. Et puis il y a une chose qui est aussi assez marrante, c'est que dans ces tournées RFM partie 80, il faut savoir que la maman de Francis Cabrel était fan de Début de soirée. Ah ouais. 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 Absolument. Elle venait nous voir. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on passait à Toulouse, elle venait. Elle avait 77 ans, je crois, et elle venait voir le spectacle. Donc c'est une petite anecdote assez marrante. Oui, c'est sympa, bien sûr. Ouais, en 2007, donc après 2-3 ans, j'avais pas eu Olivier au téléphone et par hasard. On s'appelle pour une chose qui n'a rien à voir avec la tournée. Et il me dit, écoute, il faut que tu viennes. On fait une tournée, on démarre bientôt. Donc, c'était genre le démarrage le 17 mars, je crois, 2007. Voilà. Et moi, je l'appelle, genre, c'était au mois de février, quoi, ou janvier, tu vois. Février. Oui. Et donc, on décide avec William de partir sur cette aventure, mais bon, moi j'y croyais pas trop. Je dis à Olivier, c'est la question que je voulais vous poser. Vous y croyez à cette tournée au départ? Parce qu'apparemment pas grand monde y croyait au succès de cette tournée. C'était un pari fou, c'était un gros pari. Prenez là, attention. Ah, oui. Et ouais, parce qu'en fait, il avait parlé avec des programmateurs de M6 et de France 2, je crois. Et je crois que c'est M6 qui l'ont dit, non, mais si tu fais des zéniths, tu vas cartonner. C'est en plein dans la... C'est sur France 2. C'est en allant sur un plateau de France 2 qu'on lui dit, franchement, si tu fais ça va cartonner. Et du coup, après, avec son associé, Hugues Gentelet, ils vont se dire, bon, allez, on va essayer de monter ce truc. Et puis, bon, ils partent dans une aventure incroyable avec des crédits au niveau de la banque qu'ils n'ont pas et qui réservent des salles incroyables, quoi. Et tous les deux avec William, vous de suite vous avez dit oui de suite et vous le sentiez bien ou vous aviez une appréhension au tout départ? En fait, au départ, il y avait une coupure entre William et moi puisqu'on s'appelait pas, on se parlait pas. Donc pendant quelques temps, Olivier a dit à William, écoute, appelle Sacha, c'est complètement stupide de passer à côté de ça, etc. Donc bon, il m'appelle et puis on parle et puis on décide de dire ok, on va essayer de faire, on peut essayer de faire ces 4 dates puis après on va voir comment ça se passe. Donc voilà, on était tous les deux, on était partants pour vivre cette aventure et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Donc ça se passe très bien. En fait, pour l'anecdote, on démarre. On n'était pas sur les affiches parce qu'on n'était pas prévu au départ. C'est Olivier qui souhaitait à tout prix qu'on soit là, qui a dit à Hugues, on se démerde, même si on n'a pas de budget, il faut qu'il soit là. Voilà, ça c'est Olivier ça. Donc du coup, moi j'arrive genre à 19h30, le spectacle démarre à 20h, je crois, un truc comme ça, et on démarrait nous le spectacle, on était en ouverture. Tu vois, donc j'arrive de l'avion, même pas le temps de dîner, tac, on monte sur scène. Pas de balance, rien. Pendant 3 ans, ou je sais pas quoi. Pas de balance, rien. Ouais. Et 3-4, ça marche. Bon, on était en PBO, mais tout se passe bien. Et puis c'était carton plein. Donc c'était Zénith de Paris. Il y avait 5000 personnes, je crois. Et c'était le 17 mars 2007, me semble-t-il. Ensuite, on enchaîne le lendemain, on part à Toulouse en avion. Ouais, c'est ça, il y avait Toulouse, Montpellier, je crois, et puis après, retour sur Paris. C'est ça. Ah ouais, et après, c'était Lille, après. Ouais, j'ai bien lu le livre d'Olivier, et puis on avait bien préparé l'émission aussi, quand on l'avait eu. Mais c'est vrai que c'est incroyable. En plus, ça a permis à tous les artistes de ces années 80 de remettre le couvert
parce que on est quand même en 2007. Voilà, et de s'apercevoir que le public n'était pas parti en fait. Il était là, mais Absolument. c'est ça qui est bien. Et la personne qui a senti le truc sur Antenne 2 ne s'est pas trompée. Exactement. Et ça a été un truc énorme, un succès énorme. Cette tournée RFM Partie 80 sur 5 zéniths avec Olivier Kieffer. Et puis s'enchaînera juste derrière, c'est Star 80 qui prendra la suite de RFM Partie 80. Alors là, on va dire qu'on monte encore d'un cran avec Star 80 parce que ça commence le 15 mars 2007, la première tournée Star 80. Jusqu'à aujourd'hui, ça tourne encore. Star 80, c'est quand même 450 zéniths, 6 Bercy, 3 arènes de Nîmes, 2 stades de France, stade de Lille, l'Arena également. Et le Vélodrome, il n'y a pas le Vélodrome ? Comment Je crois que donc ils ont. normal, ça. Non, le Vélodrome n'a jamais été fait. Non. Quoi ? Non. Et tu pourrais brancher Olivier pour aller oui. jouer au Vélodrome, un de ces quatre. Hein. Ouais. Sacha, alors En plus, il y a toi, le Marseillais. Sacha, il y a un bon son maintenant au Vélodrome. Je te promets, j'y vais assez souvent. Il est bon le son au Vélodrome. Bon, ça faut qu'on les contacte alors. Et puis c'est des concerts, mais c'est aussi le film Star 80, des artistes, des chanteurs qui se retrouvent derrière La caméra. devant la caméra pour tourner. C'est vrai que vous avez tous joué votre rôle que vous aviez dans la vie. Avec pas mal d'autodérision Voilà, quand même aussi. avec pas mal d'autodérision, comme tu le dis Thierry. Comment ça se vit, Sacha ? Ça s'apprend facilement ou il y a quand même une part d'inconnu vers ce que tu te diriges vers le cinéma ? Écoute, en fait, c'est une aventure tout à fait nouvelle, puisque aucun de nous avions fait du cinéma. Et c'est Thomas Langman, quand en 2008, il voit TF1 et quand il voit le reportage de RFM Partie 80 où on avait fait le premier stade en 2015 de Stade de France, en 2015. Donc, il décide de vouloir faire une comédie de cette histoire. Et il appelle Olivier, bien sûr, et Hugues pour leur dire voilà, ce serait bien, etc. Donc, du coup, il vient nous voir et on nous explique ce serait bien que vous jouiez votre rôle. On était tous là, on se regardait, on disait mais nous, on n'est pas acteurs. Oui, évidemment. Et donc, ils nous disent non, mais vous inquiétez pas, il y aura un coach, mais en fait, vous jouez votre propre rôle et tout ça, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Bon, effectivement, on s'est pris au jeu. On a eu notre coach, Armel, qui était adorable. On était une petite famille et on a vécu donc cette aventure du cinéma d'une façon vraiment exceptionnelle, puisque c'était vraiment que du bonheur, c'était que du plaisir, c'était que des bonnes choses. Donc ces années, depuis 2007, en ce qui me concerne, jusqu'à 2018, fin 2018, que des bons souvenirs de cette époque-là. J'imagine. Et puis c'est vrai que c'était un carton, ces films, entre le film et aussi, je l'évoquais à l'instant, les tournées de France, c'est quand même quelque chose. Tout le monde le fait, le Stade de France. C'est pas tous les artistes sur cette planète qui s'attaquent au Stade de France. Exactement. Et c'est énormément de personnes. Mais c'est vrai qu'après, comme tu le disais, ce truc qu'il y avait entre vous tous, qui vous connaissiez, peut-être d'ailleurs que les tournées vous ont permis de vous connaître encore plus, parce que vous deviez peut-être vous croiser sur les plateaux télé ou etc. Mais ça vous a peut-être permis aussi de sympathiser, de vous connaître un petit peu mieux, que ce soit le film ou la tournée Star 80. Absolument, oui, ça c'est clair. Quand tu partages les tourbus, les kilomètres, les hôtels, tout, forcément, après, ça c'est. Les repas. Alors il y a chacun des accroches avec. Comme dans la vie normale. Comme dans la vie normale, voilà, tu t'entends mieux qu'avec d'autres. Bien sûr, c'est ça. Mais voilà. Avant de refaire une nouvelle pause, Sacha, on parle musique, on parle concert, etc. Mais l'homme, le Sacha, il a aussi une vie à côté de sa vie professionnelle et sa vie d'artiste. Comment il la gère, sa vie au quotidien avec sa compagne je ne sais pas si tu avais les enfants à cette époque-là qui étaient des
qui était déjà né. Tu gères comment le truc, comment la famille voit ça, le membre de sa famille qui est sous les projecteurs, qui est un artiste, qui est d'un côté, de l'autre, adulé, aimé, etc. Ils vivent comment ça, tes proches? Écoute, ils vivent plutôt bien. Ouais. Donc c'est plutôt bien passé. Mais toutes ces années-là, je pense que j'ai vraiment vécu ça. C'est aujourd'hui, j'ai vraiment du recul par rapport à toutes ces années-là. Je pense que quand on est en train de le vivre, on s'en rend vraiment pas compte. Ouais. Pas totalement, si tu veux, de tout le bonheur qu'on peut avoir. Ouais. Et puis il y a aussi une question de prise de conscience. À cette époque-là, j'étais peut-être moins conscient qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis en pleine conscience et je sais ce que ça. Voilà, je profite des moments différemment aujourd'hui que dans ces années-là, en fait, on va dire. Ça allait trop vite. C'est vrai que j'ai été conscient plus que dans les années 80. Parce que dans les années 80, j'étais inconscient total de ce qui se passait. Après, là, dans les années 2007 jusqu'à 2017-18, bon, voilà, on s'en rend compte quand même un peu mieux, mais on n'est pas dans le présent, si tu veux, dans la conscience, dans la pleine conscience, comme je peux vivre aujourd'hui. Tu vois. D'accord. Aujourd'hui, voilà. Tu profites du temps présent. Tu profites du temps présent, quoi, maintenant. Voilà. Tu apprécies les bons moments. Voilà. Donc, c'est vrai que ma femme, mon épouse, par exemple, elle aussi, elle est dans cette pleine conscience. Donc, on profite vraiment de tous ces moments-là, quoi, aussi. Mais à l'époque, pour répondre à ta question, j'avais pas d'enfant à charge. D'accord. Et oui, ça s'est très bien passé avec ma famille. Oui. Enfin, parce que nous, on voit l'artiste, mais l'effervescence de cette carrière, et puis l'envie de bien faire et de pouvoir profiter de chaque instant aussi de professionnel, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi oublier à côté la vie de famille, et c'est qui est important aussi pour l'équilibre d'un être humain, d'un artiste, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment. Oui, absolument. Mais je reviens encore sur la conscience, parce que c'est très important. Je pense que si on n'est pas dans la conscience totale, on a du mal à vivre le moment présent, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Oui. Voilà. D'accord. Allez, on va se faire une petite pause. Refrain d'enfer, ça fait partie aussi des titres de début de soirée. Peut-être que les radios ne le jouent pas forcément. Ben nous, dans Backspin, on joue du début de soirée et on vous fait participer aussi à leur carrière avec Sacha, début de soirée avec nous cette semaine. Refrain d'enfer, on se retrouve tout de suite après. Sacha, tu quittes pas? Tu restes avec nous? Allez, à tout de suite. Si la vie, souvent indécise, se retient, les feux même de paille resteront éteints. Si l'envie depuis veut resserrer tous les liens, il faut forcer la chance pour enfermer les sourires de demain. Chaque nuit, un bruit dans nos têtes résonnait, le parfum d'une époque au beau milieu flottait. Et l'on vit depuis pour ces années dépassées. Il suffit d'une note pour animer les souvenirs en succès qu'on n'oubliera jamais. Refrain d'enfer, un soleil au rendez-vous. Quand le passé vous revient, c'est fou. Refrain d'enfer, un voyage au fond si doux. Un vieux tube et l'on oublie tout. Un retour d'amour, une ambiance qui revient. Tous ces petits fantômes qu'un passé détient. Premier flirt, un slow, première sur mouvement mono. Rendez-vous en cave au disque, le mérite d'un plaisir quand il devient tout ce que l'on retient. Refrain d'enfer, un soleil au rendez-vous. Quand le passé vous revient, c'est fou. Refrain d'enfer, un voyage au fond
chose pour vous. Souvenirs et partout, les accords sont tabous. Chaque époque a son vinyle, un morceau de musique, un extrait de nos vies que jamais l'on oublie, parce qu'un air va graver chaque nuit. Refrain d'enfer, un soleil au rendez-vous, quand le passé vous revient, c'est fou. Refrain d'enfer, un voyage au fond si doux, un vieux tube et l'on oublie tout. Refrain d'enfer, un soleil au rendez-vous, quand le passé vous revient, c'est fou. Refrain d'enfer, un voyage au fond si doux, un vieux tube et l'on oublie tout. Refrain d'enfer, un soleil au rendez-vous. Allez, de retour les amis, après ce titre de refrain d'enfer de début de soirée. Et puis bien, il est avec nous cette semaine. On se régale, hein. Je sais pas vous derrière votre poste. Je l'espère bien évidemment, vous qui nous écoutez partout en France, les pays francophones également et toutes les régions de France. Sacha, de début de soirée en direct de l'Espagne. Ouais. le Marseillais un petit peu, il est parti là-bas, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Et peut-être qu'il joue, il joue mieux au foot là-bas, c'est pas, ça doit être ça. Non, je pense que c'est le climat. De toute façon, c'est le même climat qu'à Marseille, hein. Voilà. Ouais, il fait plus chaud en Espagne. À quelque chose près. Ouais, il fait plus chaud en à Espagne, quelque chose près. Sacha, toujours avec nous. On a évoqué une bonne partie de la carrière, Sacha. On en arrive en 2018. En 2018, c'est un coup dur dans ta vie parce que tu tombes gravement malade. T'as une bactérie qui t'attaque le foie, les vertèbres, la moelle épinière. T'es resté hospitalisé pendant 6 semaines pour un total 2 mois et demi sans pouvoir marcher. C'est évident, c'était quelque chose auquel on s'attend pas. Et dans une carrière, c'est quand même... C'est dur à gérer. C'est dur à gérer. Ben ouais, parce que surtout quand on démarre la tournée, si tu veux, en octobre, et que le 11 novembre, je suis dans un lit, je peux plus bouger, si tu veux, comme ça, du jour au lendemain. Forcément, moi, dans ma tête, j'avais pas capté que c'était quelque chose qui allait me durer autant de temps, et je pensais aller reprendre le week-end après. Tu vois. Le médecin me dit, vous avez une bactérie qui vous attaque la moelle épinière, tout ça. Donc, j'avais des douleurs atroces parce que c'était un peu comme si on m'avait cassé une vertèbre, si j'avais une vertèbre cassée avec une douleur. Effectivement. Avec une douleur 24/24. En fait, il y avait rien qui pouvait me calmer. Donc après, j'ai eu des patchs de douleur, parce qu'il y a une clinique de la douleur qui existe en Espagne, où ils font des patchs spéciaux avec des drogues très fortes. Voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai eu, et puis j'étais sous morphine pendant toutes ces semaines aussi, en plus du patch. Et c'était très dur à vivre. Et on pense au pire dans ces cas-là, non? On pense au pire, j'imagine. Je n'étais pas conscient vraiment de la gravité de ce que j'avais. Voilà, autour de moi, c'était que les gens étaient très inquiets. Bon, j'avais quand même une dizaine de médecins qui étaient autour de moi tous les lundis. Ils faisaient les réunions pour voir le cas, l'évolution, etc. Donc c'était très très dur d'être cloué comme ça. Mais bon, dans ces moments-là, en fait, on dit que la maladie est fait vraiment pour te faire réagir, pour t'apporter une conscience que tu n'as pas. Donc je pense que pendant ces moments-là, j'ai pu vraiment avoir la réflexion, la bonne réflexion, et surtout des priorités où elles étaient, quoi, en fait, après. Et puis ça a été dur, parce qu'en plus dans ce moment-là, quand je sors de l'hôpital, j'apprends même pas indirectement par un mail qu'on me renvoie qu'un artiste m'a renvoyé qu'il a reçu la production en disant que je ne faisais pas plus partie, X, Y, Z. On va pas rentrer dans les détails. Là, je pense que pas mal de monde connaissent un petit peu cette histoire-là. On va pas remettre le couvert, bien évidemment, mais c'est vrai que en plus de sortir de maladie et que tu te remets, tu te prends ça dans la figure, pour être poli. Ça va pas être évident à vivre. C'est même la pire période, j'imagine, de ta vie. Voilà. Dans ce moment-là, j'essaie quand justement tu n'as pas ce décalage-là et cette conscience, en fait, de savoir ce qui se passe vraiment. Et j'ai vraiment été attaqué vraiment d'une sale manière.
autant par le virus que par d'autres personnes. Ouais. Voilà. Mais après, bon, tout va bien dans le sens où Olivier Keffer m'appelle, il me dit, écoute Sacha, en février, il y a un gala, j'aimerais que tu le fasses. Je dis, ouais, mais tu sais, Olivier, j'ai du mal à marcher. Mais non, mais ça te fera du bien, viens, je me force. Il est adorable, ce Olivier, il est incroyable. Et je fais mon premier gala juste après l'hôpital, tu vois. Donc, et puis Olivier me dit, écoute Sacha, si tu veux, je m'occupe de toi, il n'y a pas de problème. Et Olivier m'a tendu la main, puisque voilà, donc, et c'est Olivier qui m'a tendu la main, et on est parti, et puis on a travaillé ensemble depuis ce moment-là. En 2019, et on a démarré totalement en 80, et où on a passé d'excellents moments, et où on s'éclate toujours. Et voilà, donc il y a des belles personnes et des bonnes personnes sur Terre aussi. Bah, bien sûr. Bah, autant le rappeler aussi, Olivier, on l'a dit, il est à l'initiative de RFM Party 80, mais avant d'être sur les tournées RFM Party 80, il était le manager de nombreux artistes français et qui manageait, et puis pas des moindres, il y avait Lio, il y avait Patrick Juvet, j'en passe quelques-uns, mais il avait déjà il connaît déjà ce métier-là. C'est pas simplement une personne qui organise des concerts ou qui gère des artistes comme toi. Non. Et puis c'est surtout, moi, ce qu'il en ressort, et par rapport à ce que tu dis toi, c'est quelqu'un il a un cœur énorme. Il a un cœur énorme et j'imagine que ça doit faire super plaisir d'avoir des personnes comme ça dans le métier sur lesquelles on peut compter et on sait que on est apprécié de cette personne-là. Bah, en fait, il y en a pas tellement, mais en tout cas, lui était là au bon moment. Bon, nous, on se connaît depuis 35 ans, donc voilà, on se connaît depuis très longtemps. Voilà, mais c'est la seule personne qui m'a tendu la main à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'oublierai pas. Voilà, et c'est ce qui dit aussi beaucoup d'une personne. Alors après, il y a beaucoup de gens qui critiquent, enfin je parle pas forcément d'Olivier, mais qui critiquent des personnes ou qui disent ci et là et l'autre. En attendant, moi ce que je regarde, c'est les actes, voilà, c'est tout. Exactement. Donc voilà, et c'est une personne au grand cœur. Détourné avec Olivier Keffer, tu l'as dit, de suite après cette désillusion et cette rupture avec la tournée Star 80 et donc détourné avec Olivier, tu continues à sillonner la France et c'est vrai, moi je l'avoue, la première fois qu'on s'est rencontrés du côté de Lunel, dans les arènes. C'est vrai qu'on a toujours l'impression quand on voit les artistes à la télévision, on imagine le gabarit, mais lorsque je me suis retrouvé, les amis, à côté de Sacha, Thierry et moi, on s'est retrouvés à côté de Sacha, je peux vous dire que c'est un joli bébé. 1m86 le gars, tu sais quoi, je pensais à toi dernièrement, je disais, il ferait un super demi-centre au handball. Franchement, attends. Moi je dirais une deuxième ligne au rugby aussi, parce qu'il est grand. Demi-centre aussi, demi-centre Rouen, ce serait pas mal aussi. Franchement, c'est un joli gabarit, Sacha. Donc Sacha, j'ai joué au rugby de toute façon. D'accord. Oui. Ok. Mais j'ai joué à l'Arc, à Aix-en-Provence. Ah oui, à côté de Ex-Rugby Club. Ex-Rugby Club, oui. Donc c'est à côté. Mais oui. Puis il y avait des beaux bébés là aussi. Tu jouais quoi, deuxième ou troisième ligne? Ah bah, tu vois, ce que tu es en train de me dire, là, logiquement, j'aurais dû être deuxième ligne. Bah oui, à l'époque, j'étais pilier, en fait. Non. Mais donc, oui, rien à voir, j'étais pilier, logiquement, j'aurais dû être deuxième ligne. Bah oui, parce que vu la taille, en principe, c'est deuxième ou au pire troisième ligne, mais au moins. Ah oui. C'est ça. Eh oui. Deuxième ligne, ouais. Je le disais tout à l'heure aussi, Sacha, depuis quelques années, homme au grand cœur, avec les vendanges de l'espoir. Ouais. Tu peux nous expliquer comment est partie l'initiative? En fait, j'étais en train de déjeuner chez un ami à moi qui a des vignes en centre Gironde, à Massugas plus précisément, et donc on a commencé, on disait tiens, j'avais vécu en 2008, 2009, je crois 2008. Les vendanges du cœur, qui est un concert qui est fait à Ouveillan à côté de Carcassonne. C'est un ami à Jean-Jacques Goldman qui est vigneron, et donc
pour les Restos du Cœur, ils font des vendanges du cœur. Donc ils font des cuvées, ils font des ventes aux enchères et ils font un concert le soir. Voilà, on avait été sollicité à l'époque de la FM Partie 80. On avait répondu oui. Et j'avais vachement aimé ce concert et ce moment-là de partage. Et donc, quand je déjeunais chez mon pote en 2013, je lui ai dit, écoute, ça serait vachement sympa si on avait une scène dans les vignes, là, faire un concert pour les enfants malades et ayant un handicap, ça serait vachement sympa. Et on a démarré ça comme ça, sur un coup de comme ça, à table. Et puis voilà, donc, on a fait quelques années, quelques éditions. J'ai fait 8 éditions. Voilà, on a fait des projets, on a aidé on a acheté des pas mal de choses, des lits d'accompagnement, des tableaux pour les enfants qui n'avaient pas la capacité d'écrire aussi. Là, on fait de l'art-thérapie depuis un an et demi maintenant. De l'art-thérapie donc dans un centre pour enfants handicapés. Voilà, on a un thérapeute qui est super, qui s'appelle Kali et qui fait la thérapie avec la musique. Donc moi, je voulais vraiment que ça ait un rapport avec la musique et apparemment chez les enfants on note des améliorations donc notables, donc ce qui est génial. La base de l'art thérapie. C'est génial comme idée. Donc c'est très dur à mener tout ça parce que là j'ai essayé de prendre un peu de respirer un petit peu cette année pour faire un peu le point sur ce que je veux faire par la suite. Moi j'ai toujours envie d'aider, mais j'avais besoin de me recentrer un peu sur moi-même, sur plein de projets personnels que j'ai, que je suis en train de faire, voilà. Donc, mais j'ai toujours envie d'aider, de donner quand je peux le faire, je le fais avec plaisir. Ça me remplit, ça me nourrit en fait, voilà. C'est juste, voilà, je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Ça me fait du bien. Un partage. Donc voilà. Et puis voilà, de partage. Ouais. Et puis j'ai beaucoup d'amis autour de moi, d'artistes, de musiciens. Qui répondent présent lorsque tu organises ça, oui. Qui répondent présent, qui m'ont aidé tout le temps, qui ont tout le temps été présents. Je les remercie, tous ces artistes et les copains, là, quand je dis artistes, c'est les artistes des années 80, quelques-uns des années 90, qui ont été là, artistes, musiciens. Voilà. Bon, ça m'a un peu... comment dirais-je, rapproché de l'être humain en fait, parce que j'ai tellement été, comment dirais-je, déçu par beaucoup de gens. Dans ce métier, c'est un peu plus dur qu'autre part aussi, mais bon, aujourd'hui, le monde est comme ça. Le monde des médias, c'est vrai que c'est compliqué, que ce soit vous, artiste, que ce soit la télévision, que ce soit la radio. Il y a des gens bien, mais il y a des gens, ici, peuvent te filer un coup de fusil, voilà. Faut le dire. Absolument. Donc, en fait, je me sens réconcilié, en fait, avec l'humain, parce que quand je vois ce qu'il est capable de faire, quand vraiment, il y a des vrais humains en face qui prennent du temps pour te donner du temps pour l'association, pour aller faire voilà, aller coller de l'affiche, vendre du ticket, le jour J, tout faire. Enfin, c'est une vraie organisation où il y a vraiment du monde. Parce que nous, chez nous, quand on monte un événement, s'il y a une dizaine d'artistes, on est au moins 60 entre les bénévoles, les artistes, les musiciens. Enfin, c'est 60 personnes qui sont sur le site. Donc 60 personnes à gérer. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai boulot, oui, j'imagine bien. Et puis plus, comme tu viens de le dire aussi également, il me tend les perches, c'est trop bien de faire des interviews avec Sacha en fait. tu parles d'actualité, Sacha. Déjà les amis, vous pouvez aller sur tout ce qui est support, que ce soit Spotify, que ce soit SoundCloud, ou alors sur les www.sachadébutdesoirée.com. Là-dessus, il y a tout. Il y a de la musique. Il y a des fringues, que Sacha, il y a du t-shirt, il y a plein de choses, qui ont rapport avec les années 80. Et donc il y a sur le SoundCloud les derniers titres que l'on peut écouter sur le SoundCloud. J'ai envie de le faire partager avec nos amis. Sacha, il y a ça. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, comme c'est bon. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt
avec toi. La rythmique est excellente. Pour un flirt avec toi, on trouve ça sur le SoundCloud et notamment sur le site que je disais à l'instant, sur le Sacha début de soirée. Oui, Sacha. Ouais. Je fais des titres, voilà, le flirt ou d'autres choses. Je travaille avec Salvatore qui est un ingénieur son, un compositeur qui est belge et qui travaille, qui a un son magnifique et qui travaille super bien, et je travaille depuis des années avec lui. Et donc voilà, il coproduit avec moi. Donc en général, moi je commence à faire la programmation dans mon home studio, voilà, sur mon Logic Audio. Ensuite je lui envoie, je dis voilà, tiens, regarde l'idée que j'ai eue, tout ça. Et après lui m'apporte la finalité de l'arrangement, les choses à changer, après le mix et tout ça. Donc c'est vrai que on fait une belle équipe. Ouais, et puis bon, allez, on est dans les reprises. Il y avait Pour un flirt avec toi, mais il y a aussi cette jolie petite chanson. Alors on va se quitter comme ça. Comme des C'est pas Patrick, c'est Sacha. d'en bas. Sacha, on t'aime. Dans une série B, on est tous les deux mauvais. Alors c'est vrai que quand on fait des recherches pour faire une interview, quand on tombe sur des petites pépites comme celle-ci, j'ai vu tous les commentaires qu'il y avait justement sur la version de Patrick Bruel. Il y a de nombreux commentaires très positifs sur cette chanson-là. Tu l'as sortie celle-là, ou t'as pu la sortir celle-là? Non, en fait, ça c'était l'histoire du confinement. Donc j'avais enregistré une ou deux ou trois chansons et puis je l'ai partagé avec les auditeurs, je faisais des directs sur Facebook avec des potes, voilà. Et puis voilà, donc je faisais des versions cover comme ça pour déconner quoi. Ouais. Pour déconner, franchement, c'était pas mal du tout, hein. Et s'il y a des chanteurs français qui pouvaient déconner comme ça tout le temps, ça serait pas mal, hein, autant te le dire. Hein. Nous on est preneurs. Hein. Non mais là y a rien, là y a rien, juste le piano et puis la voix, c'est tout. Il y a pas de grosse prod quoi, c'est pas compliqué. Mais des fois, tu sais, des fois il y a des chansons, il n'y a pas forcément d'avoir non plus un orchestre de 320 musiciens derrière. Il suffit d'avoir une voix qui est bien posée, un petit piano derrière et ça passe très bien, bien mieux des fois que toute une artillerie musicale, quoi. Hein, voilà. Hein. Et puis bien il y a un autre titre aussi qui est issu de la poésie de Victor Hugo. Il se nomme Liberté. On écoute. Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, tous ces innocents-là? Liberté avec un joli clip, Sacha. Alors ça évoque on voit un oiseau qui se balade dans l'air, qui est assez libre. Est-ce que à travers ce clip et cette chanson, il y a pas un autre message qui veut être passé? En fait, la liberté, c'est autant pour les oiseaux que pour les humains. Ouais. Hein, ou pour les chiens, ou pour les animaux, voilà. Voilà. Je pense qu'on n'a pas à demander une liberté. On est libre de fait. Ouais. On est libre. On est chacun libre. On n'attend pas d'avoir la liberté de quelqu'un ou d'un gouvernement ou de quiconque. On est libre. Voilà. On a le libre arbitre. Personne ne peut rien t'imposer dans la vie. Personne. D'accord. Donc faut que ce soit faut que ce soit clair ça. Je veux dire, les gens on a l'impression que les gens attendent, donc on leur donne la liberté. Mais on est libre en fait. On est libre de faire ce qu'on veut dans la vie. Donc en fait cette chanson c'est vraiment une métaphore aussi. Mais c'est vrai que cette poésie de Victor Hugo, comme toutes les poésies de Victor Hugo, elles sont magnifiques. Et donc j'étais en confinement quand je lisais un petit peu donc, des poésies et je tombais sur celle-là et ça m'a de suite donné inspiré l'idée et la mélodie quoi. D'accord. Ouais, inspiré. Absolument. Donc voilà, ça s'appelle Liberté. Bon, je suis en train de travailler sur d'autres poésies, notamment Après l'hiver aussi avec Victor Hugo, qui est une très belle chanson aussi. Voilà, j'ai envie de faire
un petit album comme ça. Bon, je prends le temps, hein, ça fait déjà 3 ans, mais je prends le temps. Ah, mais faut le temps aussi, aussi, parce que bon, Ouais, non, c'est pas de la frime, hein, parce qu'il y a des artistes qui disent ouais, j'ai mis 9 ans pour écrire un truc. Non, mais c'est pas de la frime, c'est juste que je veux prendre le temps de faire de bien faire. Bien. Voilà, parce que je suis très perfectionniste, je suis assez casse-bonbon en fait. Non, Donc, c'est pas vrai. On te croit pas. Pour terminer sur l'histoire de la liberté du titre, en fait, personne n'a le droit de mettre des auteurs en cage comme des êtres humains enfermés chez eux. Ouais. Voilà, en gros, c'est un peu ça. D'accord. Donc c'est tout. À partir de ce moment-là, on a compris le message. Et puis, je pense que chacun doit faire sa recherche, chacun doit connecter avec lui-même, chacun doit trouver la vérité. De toute façon, la vérité, elle sortira toujours. On connaîtra toujours la vérité sur les choses, sur le monde, sur tout ce qui nous entoure. C'est inévitable. Donc même si elle fait mal, des fois, hein, la vérité elle fait mal, ou on veut pas la voir, mais elle est là. Voilà. Tout à fait. Tu le disais, Sacha, tu es en train de bosser sur un album qui sortira. Quand il sortira, mais on sera bien sûr au courant. Si tu veux, on en reparlera. Tu reviendras nous voir et on en parlera avec grand plaisir. Hormis cet album, il y a les tournées, j'imagine. On est pratiquement avril. Est-ce que tu as des tournées? J'imagine que le carnet le planning de Sacha de début de soirée est bien rempli pour la saison qui arrive. Écoute, ça commence à se remplir. Ouais. Donc on a pas mal de dates déjà qui arrivent en juin, juillet, en août. Puis après, pareil, mois d'avril, mois de mai, il y a des petits trucs qui arrivent, des petits concerts. D'accord. Mais voilà, donc en espérant que tout l'état actuel est un peu particulier. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va positiver et se dire que le public va pouvoir se divertir et se faire plaisir, aller voir des artistes. Quand on voit le contact qu'il y a entre le public et l'artiste sur scène, la connexion qui se fait. L'été dernier, lorsqu'on est venu te voir pas très loin d'Aix-en-Provence, lorsque tu es sur scène, que tu chantes ton titre, le public il est en connexion. Voilà, en connexion totale avec toi, ça chante et c'est super agréable à vivre, enfin à voir. Pour l'artiste et pour le public, et bien sûr à vivre pour le public, c'est beaucoup énorme. De bonheur, beaucoup de plaisir. Vous êtes là pour, en fait, vous êtes des fournisseurs de plaisir et de bonheur pour tous ceux qui aiment. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Et puis en plus, le plaisir de retrouver les copains et les copines que certains on l'a pas vu parce qu'il y a eu la petite pause hivernale, etc. C'est super agréable, quoi. Remboursé par la Sécu, ça. C'est ça. Il y a tellement c'est comme un gros trou dans la Sécu qu'ils peuvent plus rien payer. C'est comme nos émissions à nous, Sacha. Ça devrait être prescrit par les médecins, obligatoire. Ouais, c'est pareil que votre émission. Voilà, génial. Nous, on essaye chaque semaine de divertir, de donner du plaisir, d'informer les gens. En fait, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste positif, rester dans notre réalité où il n'y a que du bon. Mais je pense qu'il faut rester positif. On va rester positive. On retrouve les amis Sacha début de soirée sur Spotify, sur SoundCloud, sur www.sachadébutdesoirée.com. Allez y faire un saut les amis, vous allez vous régaler. Il y a plein en plus vous allez à des soirées 80, il y a des t-shirts 80 qui sont absolument magnifiques. Vous allez être vraiment dans l'ambiance de ces soirées-là. Et puis, à suivre sur la page de Sacha tous les concerts qu'il va pouvoir donner très prochainement. Et sur la page Backpin aussi, parce qu'on remet tous les concerts. Bien sûr. On parle de on fait la promo de tous ces concerts. On fait la promo. Oui, évidemment. Au passage, tu as un petit coucou de Monsieur Laurent Charc que j'ai eu hier ou avant-hier au téléphone. Et il m'a dit, j'ai dit, tiens, j'ai Sacha dans 2 jours. Il m'a dit, tu lui fais un gros bisou. Voilà, tu as le gros bisou de Laurent Charc. Gros bisou. Gros bisou à Laurent de ma part aussi. Ouais, je sais que vous avez un petit peu échangé aussi tous les deux et c'est comme toi, un mec exceptionnel. Voilà. Écoute,
Merci. Non, on va défiler l'émission presque. Il va falloir une deuxième partie. En tout cas, ce qui est sûr, Sacha, on te dit à très bientôt pour tout ce qui est news musicale. L'album, tu sais que tu peux compter sur nous dès qu'il est bouclé. Tu viendras nous en parler dans Backspin. Un grand merci. On a passé un énorme merci. Voilà, on a passé un moment exceptionnel avec toi. Sacha, début de soirée, les amis. C'est un gars extraordinaire. Merci, Sacha. Merci à toi, Christophe, merci à Thierry et à toutes les auditrices et auditeurs de Backspin. Et en tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir aussi de partager avec vous parce que en dehors de faire l'interview, on a pu partager aussi des moments en vrai, en virtuel. Oui, bien sûr. On espère encore bien sûr les partager prochainement sur des tournées qui vont être proches de nous et aussi te rencontrer tes acolytes de scène, que ça soit Alec, que ça soit Jean Schultes, que ça soit aussi bien d'autres. Il y avait David et Jonathan la fois où on s'est vu. Il y avait l'extraordinaire Lio qui était là aussi. Bibi, voilà. Dès que tu les vois, tu les embrasses bien fort. Tu embrasses aussi Olivier bien fort. Sacha, on te remercie. On te dit bonne route. Et merci encore d'avoir participé avec nous. Et bien sûr, on va se quitter avec pas La Vie la Nuit. Non, pourquoi vous me calez celui-là? Je veux Nuit de Folie, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Non, mais ils font n'importe quoi dans la technique. Tu sais, en radio, il y a des fois, il faut les reprendre de voler. C'est incroyable. Nuit de Folie. Merci, Sacha. Merci infiniment, Sacha. À très bientôt. Merci à vous deux. Salut. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. Bye. Ciao. On a trouvé des décibels dans ton check. Et tu chantes
accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre est tombé choqué, le café renversé, je sentais bien que la journée était mal commencée. Plus tard la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme, j'avais dédalé. La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs, on sent tous sur dernier soupir. Lorsqu'on va mourir, mais un souffle j'avais gardé car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Ça va un big jockey et tu chantes, danses jusqu'au bout de la nuit. Des flashs en musique funky, il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque, il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon de